Nous sommes dimanche, c'est le 22 septembre. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Les populations du Bonkani rendent hommage aux forces de défense et de sécurité basées dans leur région. Pour elles, le grand banditisme a connu un recul important et la menace terroriste est de moins en moins à l'ordre du jour. La cérémonie parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Après une tournée nationale, la CEI met le cap sur l'extérieur du pays. Récemment en France, le président de l'institution a tenu une conférence pour informer la communauté ivoirienne sur la matière électorale, également l'inciter à s'inscrire massivement sur la liste électorale. On ira à Paris dans 5 minutes avec Sidonie Davila. Les frais annexes fixés par la COJES dans les établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire, c'est de l'histoire ancienne. Une enveloppe de 18 milliards de francs CFA a été allouée aux différents comités de gestion des établissements scolaires par le chef de l'État. Le secteur est-il pour autant assaini? On a tenté d'y voir clair. Élément de réponse dans quelques minutes seulement. Une fusillade de masse aux États-Unis a fait 4 morts et 17 blessés dans un quartier de vie nocturne populaire de Birmingham en Alabama avec de nombreuses victimes prises entre deux feux. C'est ce qu'a annoncé la police tôt ce matin. Les autorités ont demandé des informations au public alors qu'elles recherchaient les tireurs. Je vous le disais au sommaire, dans le Bonkani, au nord-est de la Côte d'Ivoire, les populations saluent les actions des forces de défense et de sécurité. Leur présence est rassurante et dans la région, l'on vit dans la quiétude. La cérémonie d'hommage s'est faite cette semaine en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et de notre correspondant RTI1 dans la région, Herman Yamia. La sécurité est de plus en plus renforcée dans la région du Bonkani, grâce à la bonne collaboration entre les unités des forces de défense et de sécurité d'une part et entre ces unités et les populations d'autre part. Cette dynamique a permis au FDS de contenir la menace terroriste aux frontières et de maîtriser le grand banditisme dans plusieurs localités de la région du Bonkani. Reconnaissante pour le travail abattu par les forces de défense et de sécurité pour ramener la calmie dans la région, les populations ont décidé de leur rendre un vibrant hommage. Il y a 5 ans de cela, une grande insécurité régnait dans certaines zones frontalières du Bonkani du fait des attaques répétées des djihadistes, mus par leur volonté d'expansion vers les pays ayant une façade maritime. Dans ces zones, il était pratiquement impossible de se déplacer d'un village à l'autre, de s'adonner aux travaux champêtres. Grâce à l'action des forces de défense et de sécurité, aujourd'hui nous savons que les problèmes demeurent dans la sous-région. Mais nous savons que nous pouvons aller au champ dans la paix, nous pouvons éduquer nos enfants dans la paix, nous pouvons vaquer à nos occupations. Et nous saluons cette cérémonie qui vient leur dire merci. Au nom des forces de défense et de sécurité, le général Zoumana Ouattara, commandant de la zone opérationnelle Nord, a exprimé sa gratitude aux populations du Bonkani qui reconnaissent à travers cette cérémonie d'hommage leurs efforts pour la sécurisation de la région. Il n'y a rien de plus gratifiant pour nous militaires que de voir nos efforts reconnus par nos mandants, en l'occurrence les populations. Car, comme vous le savez, l'armée est au service de la nation afin de garantir à chaque citoyen le droit de vivre en toute quiétude partout en Côte d'Ivoire. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il a félicité les populations pour cette initiative avant de les exhorter à continuer cette franche collaboration qu'elles entretiennent avec les forces armées ivoiriennes. Le renseignement est essentiel en matière de défense et de sécurité et les populations doivent signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect. Tout fait suspect, un paysan qui se rend dans son champ, qui voit des personnes inhabituelles qui rentrent dans son champ, doit saisir automatiquement les autorités. Quelqu'un donc dans son quartier qui voit un groupe de personnes qui vient habiter là sans se signaler, doit le signaler. Ce n'est pas faire de l'espionnage, mais c'est de se protéger soi-même d'abord. Ceci est très important. Les populations ont assuré au ministre d'État Téné Birahima Ouattara qu'elles sont disposées à renforcer leur collaboration avec les forces armées ivoiriennes basées dans la région afin de garantir la sécurité dans le Bonkani.
On quitte le Bonkani, on part à Paris. Dans le cadre des échéances électorales à venir, les membres de la commission électorale indépendante s'y trouvent depuis quelques jours dans le cadre d'échanges avec la diaspora ivoirienne. Le président de l'institution invite chacun des Ivoiriens de France à s'inscrire sur la liste électorale. C'était au micro RTI 1 de nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Fernand Conan. Depuis Paris, le président de la commission électorale indépendante appelle la diaspora ivoirienne à s'inscrire sur la liste électorale. Au dernier recensement, il y a 22 millions qui sont des Ivoiriens. Et dans les 22 millions, il y a 12 500 000 qui sont en âge de voter. Dans ces potentiels électeurs, il y a 8 millions et quelques qui sont sur la liste électorale. Donc il y a un gap de 4 500 000 par là à aller rechercher. Des militants de divers partis politiques étaient présents à cette session d'information. Malgré leurs divergences, ils ont tous montré un intérêt commun pour cette révision qui aura lieu bientôt. Cette rencontre va nous permettre de réellement expliquer qu'on appelle la révision de la liste électorale et permettre aux Ivoiriens de s'inscrire massivement sur la liste électorale. La révision, c'est une nécessité. Parce que pour atteindre la norme internationale, il faut 40%. Donc on doit inscrire massivement les Ivoiriens. Nous, en tout cas, au RHDP, nous tenons à ce que tous nos militants soient informés, tous nos militants aient les documents nécessaires, avec une information répétée et régulière, en faisant des formations. Certains ont souligné l'importance d'un climat apaisé pour garantir des élections sans tension. Pendant les élections, mobilisons-nous pour cultiver la paix, pour au moins se rentrer dans la culture électorale sans faire la guerre, pas de morts, pas de violence. L'ambiance tout au long des échanges était particulièrement tendue. Des militants de l'opposition mécontents de ce qu'ils considèrent comme des dysfonctionnements, notamment la réinscription de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ont interrompu à plusieurs reprises le président de la CEI. L'intervention de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandaman n'a pu freiner leur ardeur. Tentant de maintenir le dialogue, Ibrahim Koulibaly Kubière, malgré tout, s'est efforcé à répondre aux préoccupations. Lorsque vous êtes déchus de vos droits les politiques par une décision de justice, la commission ne demande pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est-à-dire vous avez la possibilité de faire ce débat là-bas. Si vous décidez qu'il n'est pas coupable, automatiquement, nous on l'inscrit. Si vous décidez qu'il est coupable, automatiquement, nous on l'enlève. Si c'était nous qui jugions, vous seriez en droit légitimement de m'interpeller. La révision de la liste électorale, le sujet clé à l'ordre du jour dans le calendrier de la CEI, fait l'objet d'une tournée de sensibilisation actuellement dans plusieurs pays. Et justement, pour mieux faire face à ces échéances électorales à venir, les partis politiques se préparent au mieux ici en Côte d'Ivoire. Au RHDP, par exemple, une opération e-militant est en cours depuis quelque temps. Et dans la Bagoué, le coordonnateur principal du parti exhorte les leaders de base à tout mettre en œuvre pour réussir l'opération. Élément essentiel, selon lui, pour leur victoire prochaine. Pas de répit pour le coordonnateur principal de la coordination du RHDP de la région de la Bagoué. Pendant les week-ends, soucieux de la réussite de l'opération e-militant de sa formation politique dans sa région. Bruno Nabagné-Koné multiplie les rencontres avec les leaders des sections de base du RHDP de la Bagoué. Objectif, se rendre compte du bon déroulement de cette opération. Non, sans lancer un appel aux militants de la Bagoué pour leur enrôlement sur les listes électorales afin d'accomplir leur devoir civique à la présidentielle de 2025 pour la victoire du RHDP. Nous avons tenu à faire cette réunion avec tous les responsables de terrain du RHDP de la région de la Bagoué pour les mettre spécialement au travail sur les questions qui sont les plus importantes aujourd'hui à nos yeux et faire en sorte que nos bases de militants aillent rechercher tout le surplus dont nous avons besoin pour afficher le meilleur résultat possible au niveau national. Les leaders de base de la Bagoué plus que galvanisés après la rencontre.
Il nous a expliqué comment arriver à un fichier e-militant parfait et comment nous pouvons maîtriser les différentes étapes de l'enrôlement. Il faut dire que sur le terrain, nous allons travailler, nous allons nous battre pour vraiment atteindre l'objectif qui est recherché par le président de la République. La région de la Bagoué enregistre 341 sections de base du RHDP. Les leaders de ces sections de base et les membres de leurs différents bureaux, déjà déclarés militants actifs, déploient des stratégies sur le terrain afin de pêcher des personnes encore libres et des sympathisants pour leur adhésion à leur famille politique. C'était un compte-rendu de Charles Tato de la station régionale RTI Boaké. Du côté des partis de l'opposition, il y a aussi du mouvement. À Beaunois, cette semaine, dans le sud Comoé, 15 parmi eux, 15 partis politiques réunis en groupement, ont demandé l'ouverture d'un dialogue politique et des réformes du système électoral en vigueur. Un dialogue inclusif qui impliquera les partis politiques, la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Depuis Beaunois, le témoignage de Souleymane Donisongo. Beaunois, à plus de 60 km d'Abidjan. Signature d'un document commun relatif aux réformes électorales du groupement des partis d'opposition. Composé d'une quinzaine de responsables, ils nous livrent leurs impressions après avoir paraphé le document. L'essentiel de cette rencontre, c'est que la Côte d'Ivoire recherche la paix. Ce pays, dans son histoire, a connu beaucoup de crises. Et c'est dans l'action de vouloir nous préparer à discuter, échanger pour éviter cela, pour que la Côte d'Ivoire avance. Le dernier dialogue politique a eu lieu il y a plus de 2 ans et demi, en mars 2022. Les partis d'opposition se sont mis ensemble pour ne pas parler de manière discordante. On prépare donc des positions communes pour faciliter le dialogue. Ouais, nous sommes dans un état d'esprit d'aller vers une vie apaisée à l'occasion des élections. En prélude à la présidentielle de 2025, Simone Gbagbo appelle le gouvernement ivoirien à engager un dialogue inclusif avec les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Nous nous retrouvons ici à Beaunois pour confirmer que le groupement demeure uni et continue d'enregistrer l'arrivée de plusieurs. Nous appelons le gouvernement à engager courageusement un vrai dialogue. Le groupement de partis politiques signataires de la déclaration de Beaunois de ce 21 décembre 2024 s'engage à poursuivre sa collaboration pour la préparation des mémorandums communs et consensuels sur les réformes électorales. Cela devra servir de base de ces propositions à l'occasion d'un dialogue politique que la plateforme de l'opposition appelle de tous ses voeux. Et dans tout cet écosystème, il existe désormais un forum des femmes des partis politiques. Un forum qui a d'ailleurs tenu sa toute première conférence cette semaine pour tenter de déterminer leur place, la place des femmes dans la vie politique. Mais il a aussi pour objet de sensibiliser les populations. Reportage Fred Oulaï dans un commentaire d'Herman Guivet. Une conférence du Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire, la première du genre, qui regroupe toutes les femmes de tous les partis, dont le RHDP, le FPI, le PPACI, ainsi que d'autres formations depuis la création de cette organisation féminine. Présidée par Massangé Chérif, cette conférence entend se prononcer sur la participation de la femme politique dans les futures échéances électorales. Nous commençons déjà à préparer les esprits de nos femmes à aller à des élections apaisées. Nous allons sillonner à travers tout le pays pour parler à nos enfants, parler à nos maris, parler à nos sœurs. Il faut que 2025 soit des élections différentes des précédentes. Si elles veulent s'engager dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, les femmes doivent désormais faire preuve de détermination, de conviction et de solidarité. Si tu veux faire de la politique, tu la fais réellement et tu t'engages pour. N'attends pas qu'on vienne te tirer la main pour en faire. Autant les hommes le font de façon libre, autant les femmes devraient en faire. Le conférencier du jour, le coordonnateur adjoint RHDP de Cocody, Célestin Koala, s'est saisi de l'occasion pour rappeler l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à l'égard
des femmes. C'était l'opportunité, l'occasion de leur rappeler toutes les actions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déjà menées en faveur des femmes à travers la loi de septembre 2015, la loi d'octobre 2019, n'est-ce pas, les lois qui stipulent que sur les listes des partis politiques, il faut qu'il y ait au moins 30% de candidates femmes. Des lois également qui obligent, n'est-ce pas, les familles, les parents à scolariser tous les enfants, sans exception, que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. Les femmes issues des partis politiques entendent s'afficher comme pièce maîtresse du développement de la Côte d'Ivoire. On va refermer ce chapitre politique ici pour ouvrir celui de la solidarité agissante. Belmonde Miss Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a procédé hier samedi à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, au lancement officiel des paiements des allocations trimestrielles pour 30 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs. Ce programme, qui vise à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables, s'inscrit dans la continuité des efforts déployés depuis 2017 pour toucher plus de 300 000 ménages à l'horizon 2026. Avec un financement de 121 milliards de francs CFA, l'initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir l'inclusion sociale et productive à travers des transferts monétaires, renforçant ainsi l'autonomisation des familles bénéficiaires dans les zones rurales et urbaines de Côte d'Ivoire. Le reportage complet de Michel Mambo à suivre dans nos prochains journaux. Le modèle de formation judiciaire en Côte d'Ivoire inspire la RCA, la République centrafricaine. Une grande délégation d'hommes et de femmes venus de ce pays était récemment en Côte d'Ivoire. Elle s'est rendue à Yamoussoukro à la découverte de l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire. Visite guidée avec Kader Sogodogo, RTI Boaké. Institut national de formation judiciaire, INFEJ Yamoussoukro. La République de Centrafrique est intéressée par les bonnes pratiques de ce pôle de formation du personnel de justice en Côte d'Ivoire. Elle y a dépêché une délégation composée du magistrat, agent judiciaire de l'État, des responsables de son école nationale d'administration et de la magistrature et ceux du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi. On a fait la visite. Et ça permet vraiment de mettre les élèves dans de bonnes conditions pour leur permettre de suivre leur formation. Et c'est vraiment un très bel exemple à suivre. Et nous sommes là justement pour pouvoir développer cette coopération, ce partenariat, pour pouvoir permettre à ce que des relations sud-sud s'établissent afin de nous aider réciproquement. Une démarche qui enchante la Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'INFEJ s'en réjouit. Nous espérons donc que ce voyage d'études en Côte d'Ivoire vous apportera les satisfactions que vous êtes légitimement en droit d'en attendre. Pour sa part, l'Institut national de formation judiciaire de Côte d'Ivoire, fort de sa modeste expérience en matière de formation judiciaire, se tient à votre disposition pour vous partager son expérience de la formation judiciaire et essayer de satisfaire vos attentes. Présentation des différentes écoles de l'Institut national de formation judiciaire, INFEJ, son fonctionnement, le mode de recrutement, la formation seront autant de sujets abordés durant cette visite. Les frais scolaires annexes, il n'en existe plus en Côte d'Ivoire depuis un moment déjà, en tout cas de façon officielle. Les comités de gestion des établissements publics bénéficient désormais pour leur fonctionnement d'un appui conséquent du gouvernement. Mais à chaque troupeau, sa brebis galeuse. Face aux nombreuses plaintes de parents d'élèves sur les médias sociaux, nous avons investigué un petit peu pour savoir si la consigne est foulée aux pieds par des chefs d'établissement. Sephora Zegui est notre enquêtrice en chef. La rentrée scolaire 2024-2025 bat son plein. Si certains enfants ont rejoint leur salle de cours, d'autres sont encore à la traîne du fait des difficultés financières de leurs parents. Dans cette grande surface, cette mère de famille remet en cause les frais annexes pourtant supprimés par le chef de l'État l'année dernière. L'école de l'enfant là, ce qu'on demande là, c'est trop. Nous-mêmes, on est dépassés. On demande d'envoyer Omo, on demande d'envoyer Javel. Pour corroborer ces propos, nous nous rendons dans la commune de Yopougon au quartier Niangon Sud à droite, au groupe scolaire Coprime 1 et 2. Hélas, l'information donnée par cette femme est vérifiée.
33 000 francs CFA, c'est le montant que devra débourser un parent pour donner la chance à son enfant d'être scolarisé dans ce groupe scolaire public. Nous en voulons pour preuve cet audio d'un échange enregistré entre nous et la directrice de l'école. On m'a dit ici c'était pas cher, donc vraiment, je suis venue négocier pour que vous le preniez. Non, dites-moi c'est combien, je sais pas. CP2, c'est 33 000. Donc dites-moi, quand je paie les 30 000 là, il n'y a plus rien à payer. 33 000, il n'y a plus rien à payer. Peut-être qu'ils vont venir, je ne sais pas si c'est payé ou pas. Depuis 2015, l'école est cependant obligatoire et exclusivement gratuite pour tous les enfants dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans en Côte d'Ivoire. Nous sommes saisis par des parents sous anonymat pour des faits similaires au collège moderne de Ogoudou, dans la Dréna de Divo. Et pourtant, le 2 septembre dernier, lors de la grande réunion de rentrée scolaire, Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mettait en garde les acteurs contre ces agissements. La culture de l'insubordination et de la défiance semble bien enracinée chez certaines personnes qui restent insensibles aux instructions données. Malgré mes mises en garde répétées, des DRENA, IEP ou chefs d'établissement continuent de piétiner les dispositions relatives à l'interdiction des cotisations exceptionnelles et d'imposition de certaines dépenses aux parents d'élèves. Achat de tenues scolaires au sein des établissements. Photographie des élèves au sein des établissements. Achat de timbres. Achat de produits de ménage. Moutons pédagogiques et j'en passe. La sanction immédiate pour de tels actes est le relèvement de ces agents indélicats de leur poste. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, tous ceux et toutes celles qui ont des comportements qui violent nos instructions doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'honorent pas le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La consigne est claire, il ne reste plus qu'à la mettre en pratique. Les parents d'élèves confrontés à cette situation sont priés de saisir le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à partir de son numéro vert, le 99 91. Les réfractaires à cette disposition du gouvernement seront purement sanctionnés. Suppression des cotisations exceptionnelles dans l'éducation nationale, des établissements scolaires réfractaires à la mesure. Un document signé Sephora Zegui et Priska Kwasi. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en matière de lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles. Le rapport de l'OCDE a été présenté récemment aux autorités ivoiriennes et tout à l'heure, dans le 13h au magazine du dimanche, Herman Guivet a reçu la présidente du groupe technique consultatif pour l'élaboration du rapport SIGI 2023. Euphrasie Kwasi-Yao est venue nous parler de cette position honorable de la Côte d'Ivoire. On suit un extrait. Cela signifie que la Côte d'Ivoire est un pays champion en termes de lutte contre les discriminations, en termes de développement durable, équitable, profitable à chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Cela signifie que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un pays donateur de solutions en termes de genre et développement, en termes de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Le genre est une approche de décision. Cela signifie également que les autorités ivoiriennes ont pris à bras le corps cette question-là pour que le développement soit profitable aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons. C'est en cela que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a cette grande vision qui permet à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Quand ça ne va pas, on dit qu'il n'y a pas de volonté politique. Et ça, nous tous, on le dit. Mais là où on est premier en Afrique, vraiment cette volonté est là, avec l'implication personnelle du chef de gouvernement, son Excellence, M. Robert Begue-Mandé, qui nous a demandé de sortir ce rapport, comme il le dit, très remarqué et remarquable. On doit continuer avec ce qui fait notre force, notre approche genre et développement durable et équitable qu'on a créé ici en Côte d'Ivoire et qui est en train d'être utilisée partout dans les pays. Aujourd'hui, les formations en ingénierie du genre, on a 400 experts, dont 20% d'hommes, au moins une dizaine de pays qui viennent se former ici. Donc on doit continuer avec cette approche. On ne doit rien changer. Une équipe qui gagne, on ne change pas.
Un mot de religion dans ce 20h et c'est l'église Ambassade des Miracles qui célèbre le premier anniversaire de l'inauguration de son siège à Abidjan. Patricia Omouetia, reportage. Avec une capacité de plus de 5000 places et des salles polyvalentes modulables, la cathédrale des miracles, bien plus qu'un simple lieu de culte, est conçue pour répondre aux besoins spirituels et sociaux de la communauté. La cérémonie a été marquée par la louange et des prières d'adoration. La célébration de l'an 1 de cette cathédrale dédiée à Dieu a rassemblé des milliers de fidèles et de personnalités religieuses. C'est avec beaucoup d'efforts que ça a été fait et nous sommes heureux aujourd'hui quand nous voyons cette grande bâtisse et nous sommes heureux d'appartenir à cette grande maison. Le président fondateur, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, a souligné l'importance de la foi et de la persévérance pour avoir surmonté les épreuves et les défis rencontrés au cours de la réalisation de cet édifice dédié à Dieu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par le canal de cette cathédrale, se dote, n'est-ce pas, de bâtiments à la gloire de Dieu qui répondent aux critères sur le plan international et qui, n'est-ce pas, honorent également notre pays. Le chef de cabinet du président de la République, invité spécial de la cérémonie, a encouragé cette initiative. Selon Claude Sailly, cet édifice, qui est un lieu de rassemblement et de prière, permettra également de véhiculer des messages de paix et de cohésion. Si nous, qui venons au nom du chef de l'État, participer à de tels cultes, nous démontrons à l'ensemble de la Côte d'Ivoire qu'il y a des personnalités dans le monde religieux à encourager, à accompagner. Et moi, je me tiens fermement et fortement à ses côtés parce que je témoigne et qu'il est une des personnalités dans ce monde évangélique à qui l'on doit accorder respect. Le président fondateur a tenu à exprimer sa gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce projet dont la construction a duré 14 années pour un coût estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Cette inauguration marque un jalon significatif dans l'histoire de l'église Ambassade des Miracles et constitue un témoignage de la foi, de la persévérance et de la détermination de cette communauté religieuse. De la religion au sport, c'est du cyclisme et c'est une haute performance des Ivoiriens lors de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Nda Enoch monte sur la première marche du podium à Katiola en 115 km de course en ligne et circuit avec la meilleure échappée. Le point avec Pascal Koné, Barnabé Conan, RTI Sport. Le coup de pédale de la 6e étape du 30e Tour cycliste de Côte d'Ivoire est donné au corridor nord de la ville de Boaké. Les coureurs doivent pédaler 115 km course en ligne, suivi d'un circuit fermé dans la ville de Katiola, dont l'arrivée est jugée devant la mairie. Le sursaut d'orgueil des Ivoiriens se nomme Enoch Nda. Le jeune peinture rafle et s'adjuge la meilleure échappée, le prix du meilleur combatif, le tout arrosé par la première place du podium en 2h49 minutes 21 secondes, soit 40,80 km/h de vitesse moyenne. Je suis vite sorti, donc j'étais obligé de doubler d'efforts à l'avant pour pouvoir terminer en beauté. C'était mon avantage, vu que je voulais donner aussi une belle victoire à la Côte d'Ivoire. Et encourager mes coéquipiers qui ont travaillé pour moi aussi, pour pouvoir arriver à ce niveau. Il ne reste plus qu'une étape. Une étape, ce serait difficile parce que le cas qu'il y a entre les Camerounais, on ne saura pas faire. Quand on sait qu'eux-mêmes préparent leur tour dans peu de temps. Donc ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Parce que c'est un sport mécanique et tout peut arriver. On souhaite qu'il n'y ait pas de problème, mais seulement que nous puissions aussi faire l'espoir encore à Boaké. Rawende Moukaïla du Burkina Faso et Kamsong Abosolo occupent la 2e et la 3e place du podium. Le maillot jaune est toujours la propriété du Camerounais Koueri Rodrigue. Et puis on va terminer cette édition par l'actualité internationale. Le 7 sur 7 de ce dimanche nous amène entre autres au Niger, en Algérie et au Gabon où dans une lettre, l'ancien chef de l'État annonce son retrait définitif de la vie politique. On retrouve Souleymane Donisongo. Les dernières troupes américaines ont quitté le Niger. La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, l'a annoncé ce lundi. Seul un petit nombre de militaires affectés à la garde de l'ambassade des États-Unis restent sur place. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prêté serment mardi pour un second mandat.
Après avoir été élu lors d'un vote, le chef de l'État a pu reprendre ses fonctions à l'issue d'une cérémonie officielle. Plus d'un an après le coup d'État qui a mis fin à son mandat présidentiel, Ali Bongo Ondimba sort du silence. Dans une lettre adressée au peuple gabonais, l'ancien chef d'État annonce son retrait définitif de la vie politique et appelle à la libération de son épouse Sylvia et de son fils Nourindin, emprisonnés depuis les événements d'août 2023. L'ancien colonel guinéen Claude Pivy a bien été extradé vers la Guinée depuis le Libéria où il a été arrêté. Condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, il se trouve depuis ce jeudi dans la prison de la ville de Koya. Une délégation ukrainienne s'est rendue à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo à la rencontre du docteur Denis Mukwege. Le pays d'Europe de l'Est veut s'inspirer de son expérience pour mieux accompagner les victimes de l'invasion russe. En Iran, le bilan de l'explosion de la mine de charbon de Tabas est monté à au moins 51 personnes tuées selon les médias d'État. Le drame a été provoqué dans la soirée du samedi par une fuite de méthane. 20 personnes sont toujours portées disparues. Ce dimanche, une fusillade impliquant plusieurs personnes en Alabama, dans le sud des États-Unis, a occasionné au total des dizaines de personnes touchées par des tirs, dont 4 morts. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre confiance et à la semaine prochaine.